Eh bien, l'invitation là au festival s'est faite parce que en fait la lutte des Fralib est un peu connue et que à cause des menaces sur l'emploi dans les bijouteries à côté, il y avait le souhait d'avoir une équipe d'ouvriers actifs contre leur licenciement, contre la fermeture de la boîte, pour que ça puisse amener des discussions. Donc voilà, la proposition nous a été faite et le film est un peu fait pour ça, c'est-à-dire il est fait pour montrer leur lutte d'une équipe ouvrière qui est quand même pas banale, de leur dynamisme, de leur aussi de toutes les questions qui se posent quant à leur production, quant à leur lutte, quant à la fermeture de la boîte, par rapport au Trust, Unilever, etc. Donc c'est une lutte très riche et qui effectivement a envie de se confronter aux autres situations ailleurs. Donc voilà, c'est bien que ça a été pensé comme ça et qu'on puisse... ils sont venus tout un paquet en plus, que ça puisse avoir lieu dans un lieu comme ça, avec une confrontation d'autres gens intéressés à différents titres. On peut l'être même sur une production écologique, on peut l'être sur plein de choses. Pour le film lui-même, en fait, il a démarré sur un autre projet qui était de faire un film sur la lutte qu'ils ont menée avant celle contre la fermeture de l'entreprise, parce qu'on n'était pas au courant en fait, au printemps 2010 par rapport au salaire. Ils ont fait 9 semaines de grève sur les salaires en se rendant compte de toute la perte qu'ils avaient accumulée depuis des années, contrairement à ce que leur disait la direction. Donc quand ils ont eu les négociations annuelles obligatoires et que la direction a donné peanuts, rien du tout, ils n'ont pas apprécié, si on peut dire, et ils ont débrayé. Et il y avait une équipe syndicale importante qui a comment dire, su mener la lutte. Et ils ont fait 9 semaines de grève. Il y avait eu aussi une histoire par rapport aux mutuelles. Donc elle a été à moitié victorieuse. Ils n'ont pas obtenu le rattrapage qu'ils souhaitaient. Par contre, les autres choses ont été obtenues. Et elle était assez exemplaire. Et ils avaient fait tout un calcul qui démontait un peu, en gros, l'exploitation financière par Unilever, le groupe qui possède l'usine Fralib. Donc ça nous avait déjà interpellés et on m'avait sollicité pour filmer après coup, donc à l'été, après ce printemps. Et puis en septembre, on apprend la décision de l'entreprise de fermer, donc c'est devenu un film sur la fermeture. Et contre la fermeture même, puisqu'elle n'est toujours pas fermée, après 2 ans et demi de lutte, elle n'est toujours pas fermée. Ils viennent même de remporter une victoire importante en procès. Donc voilà, il y a même un autre film du coup en préparation potentiel sur la reprise de la production par eux qui s'y sont opposés depuis si longtemps, pour montrer que ça a été jusqu'au bout et pour montrer aussi les nouveaux défis en fait, parce que si jamais ils reprennent la production à leur compte en scope comme ils ont envie de le faire, c'est une nouvelle, ça n'a rien à voir avec la lutte contre le licenciement, c'est autre chose. Donc voilà. En fait, on est en procédure de fermeture. Ça a été annoncé le 28 septembre 2010 et on résiste depuis. Dernièrement, on a fait annuler le 3e PSE à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et là, on est en situation où Unilever ne veut pas respecter l'ordonnance du juge, ne veut pas appliquer la décision de justice. Et donc, on va saisir les tribunaux pour faire appliquer la loi. Et voilà, donc Unilever, c'est une multinationale qui a des bénéfices records, en augmentation de 7%. Cette année, ça dépasse 5,1 milliards d'euros. C'est 55 milliards de chiffre d'affaires. Donc, on se bat pour garder nos emplois sous forme de coopérative, garder la marque Éléphant, qui est une marque française qui est née il y a 120 ans à Marseille. Et donc voilà, on trouve légitime de lutter pour garder un patrimoine industriel français. Et on met tout ce qu'il faut comme énergie, comme force pour y arriver. Redonner de l'activité au port de Marseille en faisant revenir
le thé par bateau directement au port de Marseille et plus à Rotterdam, là-haut, comme le faisait Unilever. Unilever est parti sur une philosophie de profitabilité, de compétitivité, passant de l'aromatisation traditionnelle à de l'aromatisation chimique. Donc voilà. Au niveau de la qualité, les clients sont perdants. Même au niveau du grammage, Unilever a baissé le grammage d'un sachet de thé, passant de 2 grammes à 1,6 g. Donc là aussi, le consommateur y perd, mais le prix de la boîte, c'est toujours le même. On paye toujours. C'est inchangé. Voilà, même payer plus cher. Donc le projet de Scope, c'est de recréer les circuits courts, repasser à de l'aromatisation naturelle. Travailler les producteurs locaux là, de thé, d'infusion, de plantes. le tilleul, la menthe, la verveine, la camomille. Recréer un petit peu ce commerce équitable, mais le vrai, pas celui qu'Unilever se vante alors que c'est pas du tout leur philosophie, leur mentalité. Donc que ce soit équitable pour le producteur, pour le client et pour les gens qui travaillent pour le produire, pour un produit de qualité. Enfin voilà quoi, un monde économique, social et solidaire qui soit une alternative à ce qu'on veut nous faire subir. Voilà, c'est l'intervention, on répond au maximum des initiatives pour la projection du film, pour parler de notre lutte, pour expliquer le pourquoi du comment, les visions que l'on a de notre futur et d'un modèle social et économique qui doit être la solution à ce que nous propose le gouvernement, l'Europe et la mondialisation. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à émettre des sérieux doutes sur les calculs effectivement du kilowattheure. De toute façon, sur le prix de l'énergie aujourd'hui, la communauté européenne a été assez claire en disant qu'il ne pouvait pas continuer à y avoir un tarif comme celui qu'il y avait en France et que tôt ou tard, il faudrait qu'on rattrape les pays voisins. Donc en sachant que les Allemands ils sont entre 19 et 21, de toute façon, on ne va pas y couper. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. L'autre problème que ça pose, c'est la centralisation de la production d'énergie en fait. Pour plusieurs raisons, ça peut être un problème politique, là chacun aussi se fait son opinion, mais c'est aussi un problème technique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les productions sont extrêmement centralisées, on est obligé d'avoir des réseaux qui sont extrêmement longs, et on l'a vu dans le film, c'est expliqué, il y a énormément de pertes d'énergie, et ça coûte très cher. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à se permettre de gaspiller autant d'énergie avec des réseaux aussi longs, ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à relocaliser les productions et la distribution on peut aussi parler peut-être de circuits courts en énergie. Et du coup là, ça deviendrait peut-être un peu plus viable. Donc c'est des questions qui sont posées, mais pour que ça se reproduise au niveau local, eh bien, il faut que aussi les gens s'investissent parce que les collectivités ne le feront pas toutes seules. Enercop, c'est une coopérative qui fournit de l'électricité et issue entièrement d'énergie renouvelable et qui a été créée depuis 2004 et qui s'adresse à tout le monde en France. Tout le monde peut changer de fournisseur d'électricité. Voilà, c'est une coopérative qui aujourd'hui compte 16 000 consommateurs. Donc ça reste encore marginal par rapport à EDF, mais c'est une croissance exponentielle depuis le démarrage. Aujourd'hui, on est sur un prix de l'électricité qui est légèrement plus élevé que le prix régulé d'EDF, sachant que ce prix-là, il est en dessous du prix moyen que tous les autres pays européens connaissent. Donc on sait que le prix d'EDF va nous rattraper et qu'on est, nous, sur un prix juste de l'électricité puisqu'on achète notre production à des producteurs autonomes et on la revend à nos consommateurs en utilisant le réseau public de transport de l'électricité qui est géré par ERDF, comme tous les autres fournisseurs d'électricité. Société coopérative d'intérêt collectif. Donc à la différence d'une SCOP, c'est qu'on a non seulement les salariés qui sont associés au capital de la coopérative, mais on a aussi les consommateurs d'électricité, les producteurs d'électricité et des collectivités locales et d'autres partenaires. Donc le partenariat est plus large que celui d'une SCOP.
Et elle est installée à Paris pour Enercop, le réseau national. Et on a 6 coopératives régionales, dont une en Rhône-Alpes, dont le siège est à Fontaine, à côté de Grenoble. Alors, le collectif citoyen Énergie des Boutières s'est créé en septembre 2011 pour installer une éolienne de moyenne taille à Saint-Julien-la-Brousse. Donc c'est pas très loin d'ici. Et ce collectif d'une dizaine de personnes est en partenariat avec Enercop, puisque c'est Enercop qui nous a sollicité pour arriver à monter ce projet. Donc on a déjà un terrain qui est en partenariat avec un agriculteur de Saint-Julien-la-Brousse qui souhaite mettre son terrain en location pour poser l'éolienne. Donc on a fait des études de vent sur ce terrain-là pendant 1 an. On les a fait un peu plus longtemps parce qu'on avait eu des soucis techniques. Donc on a arrêté les études de vent en novembre ou décembre 2012. Donc l'étude des vents a été produite et maintenant on en est à réfléchir sur les solutions juridiques et techniques. C'est-à-dire quelle machine on va prendre, quelles sont les contraintes de permis de construire, environnementales, paysagères, etc. Donc ce projet est un investissement citoyen, c'est surtout ça qui est important en fait. Puisque le montage financier on est en train de le faire en fonction du prix de la machine, donc on estime à 20% la participation des citoyens dans le montage financier. Ensuite il y aura un emprunt bancaire et certainement un complément avec une structure qui s'appelle Énergie Partagée, qui est un fonds d'investissement citoyen pour l'énergie. Donc n'importe quel citoyen peut placer ses économies à énergie partagée et du coup va participer au développement des énergies renouvelables par des projets sur tout le territoire français. C'est grâce aux efforts de mes collègues qu'on peut faire ce festival. Tous ensemble. Et on est motivés. C'est ça la fin du festival, c'est de voir qu'il y a des gens qui nous soutiennent et c'est important pour nous parce que je pense que pour les salariés c'est pareil, c'est pour ça qu'on comprend d'autant plus leur lutte parce qu'au bout d'un moment on se fatigue un petit peu et on se demande pourquoi. C'est là maintenant, place à la musique, on va un peu se détendre, musique et puis après on mange.